On dit qu'Internet est une archive, une mémoire éternelle. Mais que se passe-t-il quand le dernier souvenir numérique d'une personne est sa propre disparition? Aujourd'hui, nous disséquons 6 séquences qui ne devraient pas exister. Aucun corps, aucune rançon, aucune explication. Vous marchez dans une rue bondée, vous entrez dans un ascenseur ou vous suivez un sentier que vous connaissez par cœur. Et soudain, l'existence s'arrête. Une coupure nette dans le tissu de la réalité. Vrai ou faux, chaque dossier va venir gratter la paroi de votre esprit. Élévateur maudit, aéroport devenu labyrinthe, message d'adieu capturé en direct. Restez jusqu'à la dernière seconde, car après ça, vous ne verrez plus jamais le grain de ces images de la même manière. Nous sommes en 2026. Le monde est quadrillé par les satellites. Les caméras thermiques nous traquent. Votre empreinte numérique est partout. Et pourtant, des êtres humains continuent de s'évaporer. Des disparitions si pures, si parfaites, qu'elles défient la logique. On ne parle plus de faits divers, on parle d'impossibilités. Bienvenue dans les dossiers de l'ombre. Aujourd'hui, nous explorons la frontière, là où les explications rationnelles s'éteignent. Sinon, 6 destins broyés par l'inexplicable. Pourquoi sont-ils partis? Ou plutôt, qui est venu les prendre? Los Angeles, février 2013, le Cecil Hotel, un bâtiment qui ne respire pas la vie, mais qui semble l'aspirer. Marqué par le sang de Richard Ramirez et la folie de Jack Unterweger, cet hôtel n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Regardez ces images. La Canadienne Elisa Lam entre dans l'ascenseur. Elle appuie sur une série de boutons. Tous les boutons, mais les portes refusent de se fermer. Elle attend. Elle scrute le couloir. Elle semble jouer avec une présence invisible. Ses mains, observez ses mains. Elles se tordent. Elles pétrissent l'air comme si elles communiquaient avec une entité que l'objectif CCD ne peut pas capter. Est-ce une psychose ou est-ce une invitation? Internet a rapidement donné un nom à cette danse macabre, le jeu de l'ascenseur. Une légende née en Corée, un rituel pour ouvrir une brèche vers une autre dimension. Il faut être seul, il faut suivre un ordre précis d'étages. Et au 5e étage, une femme doit monter. La consigne est absolue. Ne jamais la regarder, ne jamais lui parler. Certains voient dans les gestes d'Elisa les étapes de ce jeu interdit. Une tradition qui remonte au début du XXe siècle, inspirée par la nouvelle de F. Benson, de Bus Conductor. 13 jours de silence, puis les clients du Cecil commencent à se plaindre. Une pression d'eau trop faible, un goût métallique, une coloration sombre. Le 19 février, un employé monte sur le toit. Il ouvre l'un des 4 réservoirs géants. Le corps d'Elisa flotte là, nu. Ses vêtements au fond de l'eau. Comment une jeune femme seule a-t-elle pu soulever une trappe de 15 kilos pour s'y sceller de l'intérieur? L'autopsie conclut à une noyade accidentelle, mais le dossier est criblé d'anomalies. Des séquences de la vidéo originale semblent avoir été coupées. Des secondes entières, effacées par la police ou par l'hôtel lui-même. Qu'est-ce qu'on ne devait pas voir? Aujourd'hui, le Cecil a changé de nom, mais le mystère reste une plaie ouverte. Elisa Lam n'est pas morte d'un accident. Elle est devenue l'archive la plus terrifiante du web. La preuve que parfois, l'ascenseur ne vous emmène pas à l'étage que vous avez choisi. Juillet 2014, Varna, Bulgarie. Lars Mittank, un mécanicien allemand de 28 ans, profite de la station balnéaire des Sables d'Or avec ses amis. Un voyage ordinaire, des rires, du football, des soirées, rien ne laissait présager que ce jeune homme simple allait devenir l'icône de la disparition la plus visionnée au monde. Tout bascule le 6 juillet. Lars, supporter du Werder Brême, se dispute avec des fans du Bayern Munich. Le lendemain, il réapparaît avec une blessure au tympan. Il affirme avoir été tabassé par des locaux, payés par ses rivaux. Ses amis rentrent en Allemagne. Lars, lui, reste seul, coincé par son interdiction de prendre l'avion à cause de la pression atmosphérique. On lui prescrit un antibiotique, le Cefprozil 500. Est-ce le début d'une réaction chimique rare ou une paranoïa qui prend racine dans la douleur? Seul, dans la ville de Varna, Lars s'installe à l'hôtel Color, un établissement bon marché situé dans une zone délabrée. À 23h, il appelle sa mère, Sandra. Sa voix n'est plus la même. « Ils veulent me tuer. Bloque ma carte de crédit !» Il murmure. Il a peur que quelqu'un écoute derrière la porte. À 1h du matin, il quitte sa chambre et disparaît dans les rues de Varna pendant 1 heure, avant de revenir. Que s'est-il passé dans cette obscurité? À l'aube, un dernier SMS à sa mère. C'est quoi le Cefprozil 500? Lars ne fait plus confiance à la médecine, ni au monde qui l'entoure. 8 juillet, aéroport de Varna, Lars arrive en taxi. Il entre dans le cabinet du docteur Kostov, le médecin de l'aéroport. Il veut rentrer chez lui. Enfin, la visite dure 42 minutes. Lars est agité, tremblant. Soudain, un ouvrier du bâtiment entre dans la pièce pour les travaux de rénovation. C'est le déclic.
Lars hurle « Je ne veux pas mourir ici !» Il se lève. Il abandonne tout, son passeport, son téléphone, son argent, ses bagages. Regardez cette vidéo, c'est ici que Lars Mittank quitte notre réalité. On le voit sortir du terminal en courant, il ne regarde pas derrière lui. Il traverse le parking, escalade un grillage de 2 mètres surmonté de barbelés avec une agilité surhumaine et s'enfonce, non pas dans une forêt sauvage, mais dans un champ de tournesol bordant l'autoroute A2. Lars a été vu une dernière fois marchant au bord de la route, couvert de terre par des automobilistes qui pensaient y avoir un touriste ivre. Depuis, le néant. S'est-il perdu dans une crise psychotique causée par son médicament? A-t-il été victime d'une mauvaise rencontre sur cette autoroute? On l'a cherché en Bulgarie, en Allemagne et même en Italie. Mais pour nous, Lars Mittank reste à jamais figé dans cette course désespérée vers l'horizon. Un homme qui fuyait est une menace que lui seul pouvait voir. Mars 2020. La Nouvelle-Zélande s'apprête à se figer. Alors que le monde se terre face à l'invisible, Éloi Roland, un étudiant français de 18 ans, s'apprête à devenir lui-même un fantôme. Éloi est loin de Montpellier. Il est nostalgique, fatigué. Il veut rentrer. Mais la veille de son départ prévu, il poste un signal que personne ne comprendra à temps. Un simple carré noir, en couverture de son Facebook. Pour certains, c'est un bug. Pour les enquêteurs, c'est un SOS silencieux. Le 7 mars, à 6h30, il quitte son logement. Il monte dans un train, traverse la gare de Britomart et descend à Fruitvale Road. Dernière image de vidéosurveillance. Un jeune homme, seul, un petit sac sur le dos, marchant vers le sud. Sa destination? Pia. Une plage mythique d'une beauté brutale, réputée pour ses courants mortels et sa brousse impénétrable. Mais il y a un problème. De Fruitvale à Pia, il y a 26 km. 5 heures de marche sous un soleil de plomb, sans aucun transport. Pourquoi une telle marche? Éloi connaissait la distance. À 9h18, son téléphone borne pour la dernière fois près de Pia Road. Puis, le signal s'éteint. Définitivement, le mystère s'épaissit. 3 mois plus tôt, Éloi avait reçu des menaces de mort de la part d'un ancien employeur. Un drame de travail, dit la police. Mais dans cette zone, les légendes et les disparitions s'accumulent comme le bois flotté sur le rivage. Quelques jours plus tard, le confinement total tombe sur la Nouvelle-Zélande. Les recherches s'arrêtent, la brousse reprend ses droits. On fouille les sentiers ouverts, mais une grande partie du parc est sous Raoui, une interdiction sacrée des tribus locales, des zones vierges où l'on ne peut pas entrer. Éloi a-t-il basculé des falaises? S'est-il volontairement enfoncé dans le néant vert de Waitakere? Pas une chaussure, pas un vêtement, rien. Certains jurent l'avoir revu des mois plus tard sur un vélo Uber, errant comme une ombre. Mais la réalité est plus froide. Le Pacifique est un tombeau immense et la brume de Pia ne rend jamais ce qu'elle a pris. Éloi Roland n'est plus qu'une fréquence perdue dans le bruit des vagues. Toi, t'es un connard. T'es un connard et tu vas aller faire de la tôle pour ça toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie, tu vas aller en prison. You know prison? Prison! All your life! « 24 septembre 2016, Bury St Edmunds, Angleterre. Cory McKeag a 23 ans. C'est un artilleur de la Royal Air Force, athlétique, souriant. Ce soir-là, il sort avec ses amis pour boire quelques verres. À 3h24 du matin, les caméras de surveillance de la ville captent une image banale mais qui va devenir une énigme nationale. On voit Cory entrer dans une zone appelée le fer à cheval, The Horseshoe, une cour intérieure en cul-de-sac derrière des commerces. Il y a 51 caméras dans le centre-ville, aucune ne le voit ressortir. Comme l'étudiant américain Brian Schaffer avant lui, Cory semble s'être volatilisé dans un périmètre clos. Pendant des mois, l'armée et la police fouillent la région. Rien. Puis l'enquête s'arrête sur un détail technique. Un camion poubelle est passé dans le cul-de-sac peu après l'arrivée de Cory. Au début, l'entreprise de ramassage affirme que la benne ne pesait que 11 kilos. Une erreur de pesée fatale pour l'enquête. La réalité est bien plus sombre. La benne pesait en fait 116 kilos. Cory, ivre, cherchant peut-être un coin discret pour dormir ou pris d'un malaise, s'est glissé dans le conteneur à papier. Il n'a jamais entendu le camion arriver, il n'a jamais senti le basculement. Il a été emporté, compacté et déchargé dans un immense site d'enfouissement. Le coroner, Nigel Parsley, est formel. C'est un décès accidentel par écrasement. Son corps n'a jamais été retrouvé, malgré le tamisage de milliers de tonnes de déchets. Ce cas n'est pas isolé. En 2016, 2 autres hommes ont subi le même sort en Floride. Selon les rapports de sécurité urbaine, un cas sur 10 de personnes trouvées dans des bennes concerne des fêtards qui avaient trop bu. Une seconde d'inconscience, un abri qui semble sûr, et le réveil devient un cauchemar mécanique. Cory McKeag ne s'est pas envolé. Il a été victime de la machine urbaine. Une disparition dont la seule preuve est le poids d'une benne à ordures.
Nevada 2014. Aux abords de la zone 51, le désert n'est pas qu'un paysage, c'est un prédateur immobile. Kenny Veach n'est pas un amateur, c'est un randonneur aguerri, habitué à la rudesse du Mojave. Mais lors d'une expédition en solitaire, il tombe sur quelque chose qui défie la logique topographique. Une grotte, une entaille parfaite dans la roche, dessinant un M d'une régularité surnaturelle. Ce n'est pas seulement ce qu'il voit qui l'effraie, c'est ce qu'il ressent. Une vibration massive, un son à la limite de l'audible qui repousse physiquement son corps. Une fréquence de peur qui semble émaner des entrailles de la Terre. Mais sur Internet, le mystère est une cible. Dans les commentaires de sa chaîne, le scepticisme devient du harcèlement. On le traite de menteur, de metteur en scène, on le somme de retourner sur place, de prouver l'existence de cette M-Cave. Blessé dans son orgueil, Kenny commet l'erreur fatale. Il accepte le défi. 18 octobre 2014. Kenny publie ce qui sera sa dernière vidéo, M-Cave Hike. L'équipement est minimal, une caméra au poing, un revolver à la ceinture, et cette solitude immense face au labyrinthe de pierre. Il s'enfonce dans les canyons, il cherche, il filme ses doutes, son souffle court, sa trace qui se perd dans la poussière. Et puis, le silence. 3 semaines plus tard, seule sa voiture est retrouvée à l'entrée du désert. Kenny Veach, lui, s'est volatilisé. Certains disent qu'il a fini par retrouver la grotte. D'autres pensent que c'est la grotte qui l'a trouvée. Aujourd'hui, ces images ne sont plus des vlogs d'exploration. Ce sont des documents posthumes. La trace numérique d'un homme qui, poussé par la cruauté d'une audience invisible, a marché volontairement vers son propre néant. Dublin, 8 décembre 2000. La ville est noyée sous une tempête hivernale. Les taxis sont en grève, les rues sont désertes, balayées par les vents. Trevor Dilly, 22 ans, sort d'une fête de bureau. Il est jeune, il revient d'Alaska, il a l'avenir devant lui. À 4 heures du matin, il fait un détour par son bureau pour récupérer un parapluie. C'est ici que l'étrange commence. Sur les images de sécurité de l'entrée, on voit Trevor échanger quelques mots avec un homme habillé de noir. Cet homme attendait là, immobile, sous la pluie battante, et depuis plus de 30 minutes, Trevor entre, ressort quelques instants plus tard et s'enfonce dans l'obscurité de Dublin. 4h14 du matin, Haddington Road. C'est la dernière fois que le monde voit Trevor Dilly. Une caméra de banque, le film passant devant un distributeur de billets. 30 secondes plus tard, l'homme en noir passe exactement au même endroit. Pendant 23 ans, l'Irlande entière a cru tenir son coupable. Le stalker, l'ombre qui traquait sa proie dans la tempête. Mais en 2023, la technologie moderne a brisé le mythe. Grâce à une amélioration numérique des images, l'homme en noir a été identifié, interrogé, innocenté. Il ne suivait pas Trevor, il rentrait simplement chez lui. Ce qui rend la disparition de Trevor encore plus terrifiante. Il n'a pas été traqué, il a simplement disparu de la réalité. Pourquoi a-t-il pris un détour illogique, rallongeant son trajet de 30 minutes sous un déluge, alors qu'il voulait rentrer dormir? Allait-il voir quelqu'un, ou a-t-il tourné au coin d'une rue pour entrer dans un néant que personne n'avait vu venir? Le lendemain, le périmètre est nettoyé de fond en comble pour la visite officielle de Bill Clinton. Toutes les preuves potentielles, chaque indice laissé au sol, ont été balayées par le protocole de l'histoire. 24 ans plus tard, Trevor Dilly est toujours prisonnier de ces 30 secondes entre un distributeur de billets et l'oubli. Contrairement aux autres cas, Trevor n'a pas posté de vidéo lui-même. Ici, c'est la caméra de la ville qui a enregistré ses derniers pas. Des années après, les enquêteurs irlandais ont amélioré ces images, mais sans révéler grand-chose de plus. Le mystérieux inconnu encapuchonné n'a jamais été identifié. Pour la famille Dilly, la seule vidéo disponible est celle où Trevor existait encore en ville, immortalisée dans le halo d'un néon urbain. Elle reste aujourd'hui la dernière preuve visuelle de sa présence avant la disparition. Elisa, Lars, Eloi, Cory, Kenny, Trevor, leurs noms sont désormais des pixels figés sur vos écrans. Des énigmes que nous consommons avec une curiosité morbide avant que le sommeil ne nous gagne. Mais derrière l'algorithme, pour leurs proches, le temps s'est arrêté brutalement à la seconde exacte où la lentille a cessé de capturer leur existence. Au bout du compte, ces 6 destins partagent une cicatrice commune, celle de l'image. Que ce soit le brin d'une vidéosurveillance, l'intimité d'un vlog ou le dernier cri d'un message vidéo, ces séquences sont devenues les ultimes reliques de leur présence au monde. La réalité est bien plus fragile que nous ne l'imaginons. Nous nous pensons protégés par cet œil numérique qui nous observe partout, mais ces images ne sont, au final, que les témoins impuissants de notre propre effacement. Restez vigilants, car n'oubliez pas, l'architecte vous observe. Abonnez-vous pour ne pas devenir, vous aussi, un simple dossier de l'ombre.